Bonjour à tous, bienvenue autour de votre grande table. La grande table des idées aujourd'hui à partir de 12h55, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Pourquoi s'engage-t-on aujourd'hui? État des lieux de nos engagements, de nos manières de nous engager et de cette France qui s'engage avec nos deux invités, la politologue Anne Muxel du CEVIPOF et Adélaïde Zulfika Parsik, directrice de BVA Opinion. Elles sont toutes deux les auteurs d'une étude et d'un ouvrage, Les Français sur le fil de l'engagement. Mais d'abord, la crise au Liban. La crise au Liban dans le regard d'une écrivaine et d'un réalisateur. Pour la collection Ma nuit au musée chez Stock, l'écrivaine franco-libanaise Diane Mazloum cherche l'âme de sa ville dans les collections du Musée national de Beyrouth. Tandis que le réalisateur Elie Daguerre a filmé la capitale libanaise et ses fantômes dans Face à la mer, en salle la semaine prochaine. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Un pays à bout de souffle, crise politique, crise économique et financière, crise morale et sanitaire. Qu'est le Liban devenu? Dès le début de l'année 2020, mes amis et moi avions épuisé tous les synonymes de l'apocalypse pour qualifier la réalité absurde du Liban, écrit Diane Mazloum. En quelques années, la crise des poubelles, la révolte populaire, la banqueroute, l'effondrement étatique, la pandémie, la double explosion, la déliquescence. Bonjour Diane Mazloum. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Même installée en France, vous racontez n'avoir raté aucun épisode du naufrage libanais. Bonjour à notre deuxième invitée, Elie Daguerre. Bonjour. Bonjour Olivia. Artiste, cinéaste. Quel Libanais êtes-vous tous les deux? De Rome à Paris, Diane Mazloum, les deux villes où vous avez grandi. Le Liban, dites-vous, a toujours été présent par son absence. Vous n'avez jamais rompu le lien, volontairement ou malgré vous, avec ce pays? C'est-à-dire qu'effectivement, je suis née à Paris pendant la guerre et j'ai grandi à Rome. Et le Liban a toujours été présent par son absence, parce que c'était la guerre et parce que mes parents nous l'ont transmis, puisqu'ils ont été, disons, malgré eux, arrachés un peu à leur pays pour disons, sauver leur vie et leur avenir. Mais malgré ça, chaque été, on allait au Liban. Et donc, j'ai vraiment... Le Liban m'a vraiment a marqué mon imaginaire d'enfant. Et par la suite, je me suis installée lors de mes études. C'est la première fois où j'ai vraiment j'ai fait corps avec cette ville. Et je dirais que c'est presque malgré moi que je suis une Libanaise de cœur, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mon âme. J'ai beau essayer de m'en éloigner, de m'en défaire, même des fois c'est surtout un lien presque par moments assez toxique. Après tout, bon voilà, je ne suis pas née au Liban, je ne parle pas très bien l'arabe, je ne suis pas politisée, mais c'est quelque chose... Et vos parents n'ont pas entretenu la fibre, Mes parents, vous le racontez, ils mireront le pays du mieux qu'ils le peuvent. Exactement. À ma sœur et moi, ils ne nous apprendront jamais l'arabe, ils ne feront pas en sorte qu'on ait des cours d'arabe. Ils couperont même notre nom en le faisant passer de Mazloum à Maslow en France. Ils veulent se défaire, en fait, se débarrasser de toutes les connotations possibles liées à la barbarie qui se jouait au Liban à cette époque-là, en pleine guerre civile. Et ils nous demanderont même d'éviter d'ébruiter nos origines. Et comme ils sont assez cosmopolites, ça passait très bien. Alors vous avez une première pensée qui vous fera un peu culpabiliser, que vous regretterez en partie après l'explosion du port de Beyrouth. Votre première pensée a été « je ne suis plus libanaise ». Il y avait un côté trop c'est trop dans ce moment-là. Et puis petit à petit vous renouez. Vous renouez parce que comme Dominique Hédé le raconte aussi, il y a tout cet élan de solidarité. Il y a finalement dans les quelques heures qui vont suivre cette explosion et cette tragédie, tout le Liban qui ressurgit aussi avec sa fraternité. Vous, Elie Daguerre, vous êtes née au Liban en 85, 5 ans avant la fin de la guerre. Vous grandissez là-bas, vous partez ensuite pour Londres étudier, bien plus tard, partir pour revenir, un peu comme votre héroïne. Quel Libanais vous êtes? Où est-ce que vous placez votre sentiment, cette fibre-là chez vous? En fait, moi, oui, j'ai grandi dans les années 90 à Beyrouth, mais donc la guerre avait fini. J'ai quelques petits souvenirs quand j'étais petit, quand j'avais 4-5 ans, parce
En fait, la famille était un peu séparée parce qu'on était en montagne, puis mon père allait en ville tous les 2-3 semaines, on le voyait pas très souvent, donc il y avait quand même un peu j'ai vécu quand même un peu la fin de la guerre, et je me rappelle bien de ça. Mais même dans les années 90, il y avait toujours cette obsession de vouloir quitter le pays pour essayer d'avoir une autre nationalité au cas où il y aura une autre guerre, au cas où il y a une autre crise qui va venir, et comme ça on a un échappatoire quelconque. Donc moi en fait, la plupart de ma famille de ma mère par exemple ont quitté le Liban dans les années 90, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu faire mes études à l'étranger, pour avoir un pied à l'étranger, un pied au Liban. Mais j'ai jamais été que libanais parce que j'ai jamais connu plus que ça. J'ai étudié à Londres, puis je suis revenu à Beyrouth après quelques années à l'étranger. Et je pense que, c'est pas nécessairement une identité, c'est pas comment dire en français, c'est pas un truc nationaliste ou patriotique, c'est plutôt, en fait, c'est chez moi, c'est là où ma famille sont, c'est là où mes amis sont, donc c'est chez moi, plus que l'idée du Liban, le grand Liban, le Cèdre et tout ça, c'est plutôt juste un truc émotionnel, en fait, qui m'attache au pays. Dans Face à la mer, votre héroïne revient elle aussi d'un long séjour en Europe. Hein. Elle retrouve ses parents, mais elle reste assez solitaire. Elle va errer dans la ville, une ville qu'elle reconnaît à peine. Jana est jouée, interprétée par Manal Issa. On y va. كانت العالم تقتل بعضها لتجي لهون هلا ولد ومرة الله عليمك لمين بعدهم عم بعمروا كنت أشباح أنا حوالي كتير فيكي مرق وقت هالقد بدون ما تحكينا شغلتي لها بالها كثير لأمك بعرفة إنه فيك تحكينا وتخبريني كل شيء شو بدك تفهمي؟ أنا حوالي أكيد إنك كرهتني لما فليت قال لك ما كرهتي ولا تسيسي أنا بعرف قلتي لك شو عاملة Face à la mer, c'est votre premier long métrage, Elie Daguerre, tourné en 2020. Vous avez filmé avant l'explosion du port de Beyrouth, mais c'est comme si tous les ingrédients étaient déjà réunis pour que cette nouvelle tragédie advienne, avec cette ambiance presque pré-apocalyptique. Hein. Ce mot, vous l'avez employé, Diane Mazloum, aussi dans votre livre, dans la ville. Il y a la rumeur en plus d'un tsunami qui ouvre le film. Quels étaient pour vous les signes annonciateurs, ou en tout cas ces craintes qui étaient déjà palpables d'une future tragédie qui devait probablement arriver? En fait, moi, j'ai commencé à écrire en 2016. C'était un peu après la crise des déchets de 2015 et les manifs qui sont venus après. Parce que du coup, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens de mes amis qui ont commencé à partir de nouveau. Il y avait une nouvelle crise de migration au Liban. Des gens qui avaient commencé à faire leur vie à Beyrouth, qui avaient fait des enfants à Beyrouth, qui commençaient à partir pour la première fois. Et je trouvais en fait important de parler de cette... de la migration d'un autre point de vue, du point de vue du retour, parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et en sachant, en fait, en même temps que la situation au Liban était assez précoce, il y avait toujours cette tension, on sentait que le futur n'était pas certain, qu'il y avait toujours une catastrophe qui allait arriver, parce que dans tous les 10-15 ans, on a en fait une catastrophe quelconque qui arrive. Donc c'était pas tellement loin de notre vécu aussi. Et même... nous, on a mis le film en production en décembre 2019, donc c'était quelques mois après la révolution d'octobre 2019. Donc là, en fait, tu avais une espèce de sentiment d'optimisme, de changement qui a un peu remis les choses en question, mais vite après, en fait, les choses ont commencé à retomber. Et on se disait, genre, qu'est-ce qui peut y arriver encore? Genre, il y avait des blagues de météorites, de catastrophes naturelles. Donc, il y a ce sentiment, en fait, à Beyrouth qui a toujours existé d'attente de cette catastrophe qui peut arriver. Donc, j'ai voulu mettre toutes ces peurs-là qui peuvent nous paralyser dans le film. C'est vraiment la tragédie grecque, en fait. Hein. Toujours, non, Diane Mazloum? Oui, moi, ça me fait tendresse quelque part, parce qu'effectivement, oui, on s'attend toujours à quelque chose, et puis ça arrive. Mais on n'atteint jamais le fond, on ne le touche pas, on l'a toujours pas touché, c'est sans fin. Mais vous l'espérez, hein, et vous l'avez raconté après l'explosion du port. Je me souviens d'une tribune de vous dans Le Monde, où vous disiez, là, finalement, on a vécu quelque chose de tellement radical que peut-être le changement par la radicalité va pouvoir arriver. Mais non. Et non. Mais non, c'est-à-dire les profondeurs de l'abîme sont vraiment étonnantes au Liban. Il n'y a rien à dire, c'est curieux.
Jana, votre héroïne, Elie Daguerre, elle est revenue à Beyrouth. Elle ne reconnaît plus finalement sa ville. Elle raconte, c'est comme si quelqu'un était venu chez nous 5 minutes et avait changé tous les meubles. Une ville de fantômes. Elle est en dialogue avec son ex-amoureux Adam. Tout le monde est paisible et passible et indifférent. Tout le monde se tait alors qu'on nous vole. On sent ce sentiment de dépossession aussi pour elle quand elle revient et de non-reconnaissance de sa ville. Cette guerre, elle a séparé les familles. Elle a arraché, Diane Masloum, vos parents, vous le racontiez, qui ont fui le pays pour la France, qui ont fui et quitté aussi cette vie un peu languissante. Beyrouth, elle a été une ville très vivante, même après la guerre. Quand est-ce que le vide, pour vous deux, s'est installé, le silence? Quand est-ce qu'il a commencé à s'installer dans cette ville? Et aussi un peu quand même dans les cœurs et dans les esprits. Je pense que tout de suite après la retombée de ce soulèvement populaire d'octobre 2019, ça a été assez flagrant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une telle grande déception. Et puis bon, les choses se sont enchaînées très vite avec la faillite de l'État économique, le Covid, etc. Et disons, l'explosion était juste un coup de grâce. Mais c'est-à-dire que pour moi, qui n'ai jamais cessé de faire des allers-retours, j'ai pratiquement passé plus de temps au Liban qu'à Paris ces dernières années. Moi, je sens personnellement que la ville, qui était vraiment tellement chatoyante, a vraiment beaucoup changé. Elle s'est assombrie, ses couleurs ont changé, son odeur a changé. Les liens, même les liens entre les gens ont changé. Tout a vraiment changé. C'est quelque chose que j'ai vraiment perçu, qui a été très clair pour moi la nuit que j'ai passée justement au Musée national de Beyrouth pour ce livre que j'ai écrit par la suite. Être dans ce musée national qui est quand même un symbole au Liban, parce que justement il a été construit sur la ligne de démarcation qui a séparé Beyrouth-Est de Beyrouth-Ouest pendant la guerre civile, donc en deux camps adverses, chrétiens et musulmans. Être dans ce musée qui portait encore les coups de l'explosion, ça c'est sans même pas parler de toutes les séquelles de la guerre, parce qu'il s'est pris la guerre civile de plein fouet puisqu'il était vraiment sur la ligne de front. Là, dans le noir et dans le silence, qui faisait écho à la ville derrière les fenêtres, qui était vraiment, à mon avis, je sentais vraiment au bord de l'abîme. Je me suis dit, là, c'est la fin de quelque chose. En fait, ce que je voulais exprimer surtout dans ce livre, c'est que le Liban, comme métaphore, en fait, de la fin d'une civilisation, de la mort d'une ville, de la disparition d'un pays, et c'est effectivement ce que je ressens. Plus la ville m'échappait, plus je cherchais à la capter, à la fixer, l'attacher, la posséder, écrivez-vous, Diane Masloum, dans le Musée national. Beyrouth me demeure à jamais insaisissable. En matière de construction dramaturgique, on peut difficilement faire plus efficace, extrêmement dense et contrastée, pétrie de secrets et de contradictions, chargée d'un passé lourd et opaque, soulevée d'aspirations conflictuelles, indéfinissables, mais familières, sensuelles, sexuelles, mensongères, aussi attachantes que traumatisantes. Elle est plus forte que mes personnages de fiction. Elle est plus forte aussi dans votre fiction, Elie Daguerre, cette ville, parce qu'elle va finir par dévorer votre héroïne, qui est de retour à Beyrouth aussi. Oui, au fait, moi je dirais la sensation au Liban de désillusion a commencé bien avant, enfin pour moi, bien avant la crise d'il y a quelques années, parce que je pense même dans les années d'après-guerre de 90, il y avait toujours un sentiment de détachement vis-à-vis de l'avenir politique au fait et la vie des gens au Liban. Donc il y avait vraiment, enfin on sentait qu'on pouvait rien changer, on pouvait pas être en contrôle au fait de notre avenir, et ce qui a fait que beaucoup de gens sont partis depuis des décennies. Des gens partent, c'est pas que pendant la guerre ou les 2 dernières années, et ça fait qu'au fait on rentre dans un cycle vicieux où chaque quelques années on a une crise énorme qui fait que les gens sont en train de partir. Même les élections de 2018 par exemple, il y avait moins de 50% qui ont été votés. Et c'est parce que personne ne croit, au fait, à un changement. Et mon court-métrage de 2015 que j'avais fait... Justement, dans ce court-métrage, il était dit « It feels like everything is stuck ». On sent comme si tout était bloqué. C'est ça, avec ce sentiment de répétition ou de dénouement impossible. C'est ça. Et même dans ce court-métrage-là, j'avais
j'avais choisi des images d'archives des années 98. Et je voulais en fait chercher un truc, une crise qui touchait tout le monde, tout le peuple, qui n'était pas nécessairement politique ou politisante. Et ça, c'est la crise des déchets. Et le film est sorti 3 mois avant la crise des déchets de 2015. Donc ça, c'était aussi en fait... Donc on est revenu, donc la réalité a rattrapé la fiction dans le court-métrage, et c'est un peu pareil aussi avec le long-métrage maintenant. Donc on est vraiment dans un cycle vicieux qui finit pas, qui fait qu'il y a un désillusionnement permanent et un sens de de paralysie au fait vis-à-vis la vie à Beyrouth et le futur du Liban, quoi. Et c'est ce que le film raconte extrêmement bien, hein. Justement, cette héroïne, votre personnage qui devient presque paralysé par la ville, c'est un film d'ambiance, un jeu de signes qui évoque aussi ce paradis perdu, hein, qu'était peut-être Beyrouth. Waves 98 ou 98 pour votre court-métrage, Palme d'Or du meilleur court-métrage à Cannes, à sa sortie. Face à la mer s'ouvre aussi avec une vue de la mer, la nuit, flux et reflux. Qu'est-ce que les vagues symbolisent pour vous ? Je pense que c'est un peu... C'était le seul échappatoire en fait qui nous restait à Beyrouth, parce que depuis les années 90 et même depuis la guerre, il y avait une gentrification urbaine, la spéculation urbaine qui a fait que la ville est devenue de plus en plus agressive. C'est pas fait pour les piétons, c'est pas fait pour les habitants, quoi. Donc les gens se renfermaient de plus en plus dans leur building, genre à plusieurs étages, et t'avais cette vue sur la mer qui se renfermait de plus en plus. Donc cet horizon en fait où t'avais l'ouverture vers la mer qui est normalement apaisante, et c'est un truc qui normalement devrait nous donner de l'espoir et de l'ouverture, et c'est en train de se fermer de plus en plus. Et c'est un peu en fait ce double jeu qui est dans le film aussi. Écrivez sur nous, sur le Liban, sur ce qu'il est devenu, Diane Mazloum. Le musée est votre allié. Voilà ce que vous disent les deux dames à l'entrée. Et le début de votre récit ou de votre nuit au musée national de Beyrouth est assez extraordinaire et révélateur de ce qu'est aussi Beyrouth, de ce qu'est aussi le Liban, puisque quand vous arrivez, ces deux dames que vous croisez à la boutique vous demandent, vous vous présentez, vous dites « Je m'appelle Diane Mazloum, je viens pour passer la nuit ici ». Et elles vous demandent si Mazloum, si vous êtes apparenté à Odile. Oui, c'est ma tante. Est-ce que vous êtes la fille de Charles ou de Maurice ? Je pense que quand on entre aujourd'hui au Louvre, à Paris par exemple, et même si on se présente, on n'aura pas une généalogie aussi rapidement établie. C'est une grande famille aussi, hein, ce pays. Ce sont des grandes familles, et votre nom en dit long. Elles ont raison, ces deux dames. Le musée est vraiment votre allié, c'est vrai. Il raconte beaucoup de choses, ce musée. Oui, ce musée est vraiment... je le dis à la fin du livre, c'est peut-être le dernier pari qu'il nous reste, parce que il incarne à lui tout seul l'histoire du Liban. C'est un musée qui a été, par sa position stratégique sur la ligne de démarcation, il a tout de suite été occupé. Il a été occupé par toutes les milices libanaises de droite et de gauche. Il a été occupé par les Palestiniens, par l'armée libanaise, l'armée syrienne, l'armée israélienne. Les gens ont vécu, ces soldats, ces miliciens ont vécu dedans. Ils ont fait des feux. Les œuvres ont des traces des sarcophages, le colosse. Ils portent les traces de flammes sur les objets. Il y a même un trou du franc-tireur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du musée, il y a un milicien qui a cru un beau jour que c'était une bonne idée, ou probablement ça l'était pour lui en tout cas, de faire son poste de tir depuis l'intérieur du musée. Donc il a explosé une ancienne mosaïque, et à partir de là, il s'est mis à tirer sur les gens qui essayaient de franchir la ligne de démarcation pour aller d'un côté à l'autre de la ville. Donc ce musée... et la chose la plus importante, c'est qu'au début de la guerre, si la plupart des œuvres, une grande partie des œuvres ont pu être préservées, c'est grâce au directeur du musée qui a pu transporter tout ce qui était petit et les cacher au sous-sol et faire murer la porte de béton armé, qui a pu construire des caissons de béton armé autour des sarcophages intransportables, et qui a pu recouvrir d'une couche de ciment les mosaïques au mur. Ce musée, avec la nuit que j'ai passée, j'ai réalisé que, en fait, toutes ces œuvres baignaient dans l'amour.
dans la pleine confiance. Et c'est là, en fait, ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à porter toute cette attention qu'on a pu porter à ces œuvres, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à porter toute cette attention et tout cet amour à notre pays ? Le musée représente tout ce que le Liban n'a pas réussi à être, écrivez-vous. On y trouve les traces d'un passé commun. On y trouve aussi peut-être les premières pages d'un récit national qui aurait dû être écrit après la guerre. Et ça n'a pas été fait. On va écouter les mots de l'écrivain Amin Malouf, écrivain franco-libanais, prix Goncourt. Également, il parle pour lui de l'importance de ce passé, de tous ces passés qui devraient être assumés. Un pays comme le Liban est un pays qui a eu dans son passé les Romains, les Grecs, les Arabes, les Turcs, les Phéniciens, etc. Toutes ces pages du passé doivent être assumées. Chaque nation doit assumer diverses pages de son passé plutôt que de choisir dans le passé uniquement les éléments qui nous conviennent aujourd'hui. Et je pense que tout pays devrait pouvoir assumer l'ensemble de son histoire. Et donc, il ne s'agit pas de faire table rase de l'histoire, mais d'assumer la diversité de sa propre histoire. Et c'est vrai aussi au plan personnel. Je crois qu'on passe durant sa vie par toutes sortes de moments, et c'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier, à évacuer certaines choses de sa vie et de s'accrocher à une seule. Et moi, j'ai envie toujours de revendiquer tous les moments de mon passé, les succès, les échecs, les choses dont je suis fier, les choses dont je suis moins fier. Tout cela fait partie de mon passé et tout cela a contribué à faire de moi quelqu'un qui, à un moment précis, est ce qu'il est. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Ce musée, justement, il est un miroir déformant, un miroir fidèle de toutes ces histoires, de tous ces passés du Liban. Pour vous, Diane Masloum ? C'est-à-dire que de toute façon, d'un point de vue concret, oui, par les œuvres qu'il recèle, il a sédimenté toute l'histoire d'un point de vue des vestiges antiques, de tout ce qu'on a pu retrouver au Liban, toute l'histoire depuis le paléolithique, donc effectivement les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, tout ça. Et puis, comme je le disais avant, il a eu un rôle de punching ball, je veux dire, pendant la guerre. Il s'est tout pris des deux côtés et vraiment à l'image de cette guerre. C'est-à-dire que s'il tient encore debout aujourd'hui, ce musée, c'est vraiment un miracle. Il pourrait y avoir un trou à la place. Et d'autant qu'après l'explosion du port de Beyrouth, pendant l'explosion, il a été aussi atteint, mais les collections ont été préservées à oui, l'intérieur. alors là aussi, c'est un autre miracle. C'est que moi, justement, j'ai passé ma nuit après l'explosion et pas tout avait été remis sur place. Et donc je pouvais voir dans les vitrines, surtout dans les vitrines de la galerie ambulatoire en haut, les petits objets qui penchaient dans leurs vitrines. Vraiment, c'est un musée qui a tout, qui pour moi... Bon. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu aussi qui raconte ce passé commun. Mais en quoi est-ce aussi un lieu de réconciliation, peut-être pour vous aujourd'hui, Diane Masloum ? En quoi est-ce un lieu d'avenir ? Pourquoi c'est dans ce musée aussi que le Liban de demain peut-être s'écrit déjà ? Mais parce que là, tout ce qui est dans ce musée est vrai, on ne peut pas le contester. On ne peut pas ne pas être d'accord avec telle œuvre et telle origine et tel vestige. On ne peut pas. Nous, notre problème au Liban, c'est qu'on n'est d'accord sur rien. Il n'y a pas de vérité historique, surtout depuis l'indépendance. Exactement. Les manuels scolaires s'arrêtent à l'indépendance en 1946. À partir de là, il n'y a plus d'histoire au Liban. Elle n'est pas enseignée. Et ne parlons même pas de la guerre civile, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc, au moins au musée, on a tout. Et on ne peut pas dire c'est faux, c'est vrai. Non, tout est là. Approximatif, corrosif, le passé dévore le présent et nous ronge, écrivez-vous. Le Liban est un intermonde crépusculaire, oscillant de façon névrotique entre rêve et réalité, fiction et vérité, à l'image d'un vampire qui n'est plus vivant, mais pas mort non plus. Élie Daguerre, cette question de l'avenir, où le situer, si ce n'est aussi dans ces allers-retours permanents que vous avez fait, que vos héros et héroïnes, en tout cas les protagonistes de vos films, réalisent. Est-ce que ce dilemme, il contient à lui tout seul aussi la question de l'avenir du pays, partir ou rester ?
ou revenir? En fait, ça, c'est la question qui se pose le plus souvent maintenant à Beyrouth. Quand tu rencontres des amis ou de la famille, c'est la première chose qu'ils te demandent. Tout le monde est en train de partir. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties là en 2 ans. En 2020, c'était un peu plus lent à cause du Covid, mais je pense que c'est très difficile pour qui que ce soit de voir l'avenir au Liban. Enfin, même si moi, j'y suis toujours, ma famille y est toujours. Mais mon père qui a vécu la guerre au Liban, c'est que maintenant qu'il pense à partir. Mais c'est d'autant plus difficile pour lui de partir maintenant, reconstruire sa vie pour la énième fois à l'étranger. Mais je pense aussi parce que, enfin, nos politiciens qui gèrent le pays depuis la guerre, c'était les chefs de milice qui ont fait la guerre, qui sont devenus politiciens, quelque part aussi sous le patronage international. Et c'était pareil pendant 20-30 ans où ils ont presque tout volé. Il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus d'argent dans le pays. Et on sait que, pour eux, au fait, ils n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit pour arranger le pays. Et on sait qu'on va pas être sauvé par l'extérieur. Donc, tu te sens un peu délaissé à ton destin qui est complètement flou et complètement renfermé. Du coup, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Liban où l'horizon est bloqué autant. Parce que, enfin, ce que me disent mes parents, même pendant la guerre, il y avait pendant des moments, il y avait un ennemi quelconque, il y avait un bombardement, il y avait un truc tangible. Alors que là, c'est juste un effondrement total de tout aspect de vie normale. Donc comment reconstruire quand l'effondrement est... Pour moi, en fait, c'est juste une question maintenant d'exister à Beyrouth, d'essayer d'exister et de documenter aussi. Vous avez nos livres, nos films, ce qui se passe et de... Je sais pas, enfin, j'ai pas de réponse. Manal Issa, par exemple, la comédienne principale du film, elle est retournée en France, là, en septembre, avec sa fille, alors qu'elle voulait pas, mais elle avait pas trop de choix. Donc on est tous un peu complètement perdus et on se noie un peu. Voilà, et il n'y a plus de mer à regarder, plus d'horizon où espérer, Diane Mazloud, cette idée de documenter pour qui, pourquoi? Oui, il faut absolument documenter d'abord parce que on est... les choses sont en train de disparaître, beaucoup de choses. Moi, je suis prête même à faire des enregistrements justement de ce air languissant des Libanais qui va finir par disparaître. Par exemple, Elie et moi, on ne le prononce pas. C'est quelque chose réservé aux anciennes générations qui sont en train de mourir, et quand le dernier sera mort, il n'y aura plus. Donc, documenter, archiver pour garder une trace, et surtout garder une trace de quoi? Mais garder une trace de quelque chose qui était vraiment singulier. Bon, voilà, là je reviens un peu à un certain Liban, mais oui, garder une trace de ce qui a existé et qui a réussi à exister et à briller en même temps. Faites-le ce R, comme ça on l'enferme et on le met dans une boîte à Lina. Chérie, bonjour chérie. Merci beaucoup Diane Mazloum. Votre livre vient de paraître chez Stock, le Musée National. Merci à vous. Merci. Elie Daguerre, votre film Face à la mer sera en salle la semaine prochaine, mercredi prochain précisément. Merci beaucoup à tous les deux.